Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires. Jean-Michel Apathy. Bonjour Jacques Mézard. Bonjour. Nous allons parler de la loi Elan, une loi sur le logement que vous présentez actuellement à l'Assemblée nationale. Vous y avez passé le week-end et c'est pas tout à fait terminé. Mais auparavant, vous avez été avocat dans votre première vie. Quand on est avocat un jour, on est avocat toujours. Et nous regardons avec attention, parce qu'il fait débat, le dossier de Mélina Bouguedir, jeune femme française, 27 ans, qui a été condamnée hier à la prison à perpétuité, ramenée à 20 ans par la justice irakienne, pour avoir combattu, dit la justice irakienne, dans les rangs de l'État islamique, ce que dénie vigoureusement Mélina Bouguedir. Un procès inéquitable, on dit 3 avocats français qui l'assistaient hier à Bagdad. Le procès, disent-ils, a duré 60 minutes, le délibéré a pris 5 minutes. Ce procès n'en était pas un, disent-ils. Déjà sur le plan des principes, ça vous choque qu'une justice puisse condamner à 20 ans une personne de manière aussi expéditive ? Et comme vous l'avez rappelé, j'ai exercé la profession d'avocat pendant 38 ans. Donc je suis très sensible à ces sujets. Effectivement, quand on voit les méthodes, et il faut dire, par rapport aux droits de la défense, nous sommes dans notre pays, heureusement, dans un niveau de respect des droits de la défense qui a toujours été prioritaire. Ça ne fonctionne pas partout de la même manière, effectivement. Et lorsqu'on voit certains de nos ressortissants qui sont jugés à l'étranger avec une autre procédure, je comprends que cela puisse choquer. Ceci étant, c'est toujours un drame que des familles, que des Françaises et des Français soient partis en Irak, en Syrie, pour rejoindre l'État islamique. Ils ont pris des responsabilités aussi, des responsabilités graves en participant à des faits que l'on ne peut ni tolérer ni cautionner. Alors, vous savez, le gouvernement, ça a toujours été d'ailleurs le cas des gouvernements français, c'est de suivre quand même la situation de ces ressortissants là-bas. Mais la justice, cette personne... Ils ont été jugés, le Quai d'Orsay a dit, nous respectons la sentence de la justice irakienne. Ce qui fait polémique, c'est la déclaration qui a précédé la décision de la justice irakienne, celle de votre collègue Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, des Affaires étrangères, qui jeudi soir était l'invité d'LCI, et donc avant même le procès, 3 jours avant le procès, a décrété que Mme Bouguedir était coupable. On écoute Jean-Yves Le Drian. Mme Bouguedir est une combattante. Quand on va à Mossoul en 2016, c'est pour combattre. Et donc elle est jugée sur les lieux de ses exactions. C'est la logique normale. Elle a combattu contre les unités irakiennes. Elle est jugée en Irak. Alors combattante, elle dit qu'elle ne l'a pas fait, puis visiblement les preuves n'existent pas, parce que savoir qui a fait quoi dans cette région du monde à ce moment-là, c'est très difficile. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères n'a pas été trop loin en la déclarant pratiquement coupable avant qu'elle ne soit jugée par la justice irakienne? Écoutez, je crois qu'il faut non pas relativiser les choses, parce que c'est toujours important, mais je pense que le ministre des Affaires étrangères a des éléments sur ce qui s'est passé dans ce type d'affaires que je n'ai pas. Moi, je constate Pas sûr qu'il en ait sur elle-même, parce que visiblement, elle a été jugée au mois de mars par la justice irakienne, qui à l'époque ne l'avait pas qualifiée de combattante. C'est exact. Mais enfin... Je crois là-dessus, il faut aussi être clair. Ceux qui partent dans ces conditions, en toute connaissance de cause quand même, sur ce qui s'y passe, en prenant des risques pour eux-mêmes, mais en faisant prendre à d'autres, doivent assumer des responsabilités. Moi, je suis très respectueux, bien évidemment, d'avoir une procédure conforme aux droits de la défense, autant ceux qui y vont dans ces conditions, en pleine période de guerre, en sachant ce qui s'y passe quand même, prennent des risques pour eux, pour leur famille et aussi pour les autres. Si elle demande un rapatriement en France, écoutez, que faut-il faire ? Que faut-il faire ? Moi, je constate que nous avons une tradition dans notre pays, c'est quand même de suivre la situation de nos ressortissants lorsqu'ils sont à l'étranger. Mais là, on ne peut pas à la fois avoir une politique respectant la manière dont sont jugés les gens ailleurs, parce qu'on ne va pas nous expliquer aux Irakiens comment ils doivent juger. On peut suivre nos ressortissants, mais je crois que là, encore une fois, cette personne et d'autres, il y en a plusieurs centaines de Français qui sont partis là-bas en toute connaissance de cause, il y a une condamnation. Je ne doute pas que la France, parce que c'est son habitude, suivra ensuite, mais il faut aussi assumer les conséquences de ces actes. Vous présentez donc actuellement, Jacques Mézard, à l'Assemblée nationale, la loi Elan, évolution du logement et aménagement numérique. Et cette loi suscite beaucoup de débats, nous allons les évoquer. Il faut que des lois sur le logement, il y en a une par quinquennat.
c'est un secteur qui n'est pas stabilisé juridiquement. On change tout le temps les règles. Pourquoi? Il faut que chaque ministre ait sa loi ou qu'est-ce qui se passe? Vous avez remarqué que cette loi ne porte pas mon nom. Non, je crois qu'il y a un changement fondamental dans la loi que je suis en train de présenter à l'Assemblée nationale. C'est que, contrairement aux lois précédentes, l'objectif numéro 1, c'est de simplifier les procédures, c'est de simplifier l'acte de construire, c'est de ne pas rajouter de normes nouvelles, de procédures nouvelles. Au contraire, permis de construire plus facilement, par exemple. Oui, simplifier la procédure de permis de construire, lutter contre les recours, accélérer les procédures quand il y a des recours. Par exemple, nous avons aujourd'hui pratiquement 30 000 logements, la construction de 30 000 logements qui sont bloqués par des recours. Certains sont justifiés, mais avec des délais de procédure qui sont extrêmement longs. Ça peut aller jusqu'à 8-10 ans dans certains dossiers, et avec aussi des recours qui sont portés par des gens qui veulent tirer un avantage financier de ces recours. Donc nous avons là la volonté très forte de simplifier, d'accélérer la procédure, ce qui est un changement fondamental. Vous conservez l'encadrement des loyers, l'expérimentation d'encadrement des loyers qu'avait instauré votre prédécessrice, Cécile Duflot? C'est-à-dire que nous sommes dans le cas, il y a une expérimentation, enfin nous sommes dans le cadre d'une expérimentation. Là-dessus, nous avons dit depuis le début de manière très claire que, en ce qui concerne il ne fallait pas que ça soit systématique. Il y a aujourd'hui 2 villes qui ont lancé l'encadrement des loyers, Lille et Paris. Avec 2 procédures qui ont été menées contre cela, et les tribunaux administratifs ont annulé. Après consultation avec les maires, j'ai décidé de faire appel, mais le système qui avait été voté antérieurement est un système compliqué. Ce que nous proposons, nous, c'est de faire confiance aux collectivités locales. Il y a des collectivités qui veulent s'engager dans cette voie-là. C'est un système qui pourrait être étendu alors à ce moment-là, qui pourrait concerner d'autres villes que Lille et Paris. Aujourd'hui, très simplement, on ne peut pas faire un bilan sur moins de 2 ans d'application à Paris et moins d'1 an d'application à Lille. Donc on va voir ce qui se passe. Nous laissons la possibilité d'enclencher cette procédure, et puis nous en tirerons les conséquences. Mais là-dessus, je crois qu'il faut être pragmatique. Je ne suis pas convaincu du résultat, mais laissons voir. Vous restez avec nous, Jacques Mézard, 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Des soupçons de corruption contre Alexis Keller, secrétaire général de l'Élysée, bras droit d'Emmanuel Macron. Il est visé par une plainte d'Anticor. L'association souligne ses liens familiaux et professionnels avec l'armateur italo-suisse MSC, client important des chantiers navals de Saint-Nazaire. 5 jours après l'évacuation de 1600 migrants dans le nord-est de Paris, les 2 derniers camps de la capitale évacués ce matin, le canal Saint-Martin et la porte de la Chapelle. C'est ce qu'indique la préfecture de police de Paris. Quel avenir pour les 2100 salariés des petits carrefours de proximité? Le groupe va fermer cet été 249 magasins de l'ex-enseigne Dia. Ils ne sont pas jugés assez rentables. Et la liste des supérettes concernées est dévoilée aujourd'hui lors d'un comité central d'entreprise. Reprise des recherches ce matin au large de la Tunisie. Après le naufrage d'un bateau de migrants hier, au moins 48 corps ont été repêchés. Un drame qui intervient alors que le nouveau ministre italien de l'Intérieur, patron de la Ligue d'extrême droite également, a martelé hier en Sicile son discours anti-immigration. France Info. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Donc, dans le cadre de la loi Elan que vous présentez, Jacques Mézard, à l'Assemblée nationale, il y a une discussion, une polémique même autour de l'accessibilité des handicapés dans les logements neufs. La loi disait, ça semblait assez théorique, peu appliqué, que 100% des logements neufs devaient être accessibles aux handicapés. Ça n'était pas le cas. Votre loi réduit cette obligation à 10%. Que vous voulez effective, on va en parler, mais ceci évidemment met en colère beaucoup d'associations d'handicapés qui y voient un recul. Et on écoute Prosper Thébout, qui est directeur général d'APF France Handicap. L'ensemble de la population française aspire à vivre à domicile le plus longtemps possible. Aujourd'hui, en matière de politique de santé, on va de plus en plus vers ce qu'on appelle l'ambulatoire, l'hospitalisation à domicile. Je ne vous le souhaite pas, mais vous pouvez vous casser une jambe demain. Vous serez très contente d'avoir un logement accessible. Pourquoi avoir réduit l'accessibilité des appartements aux handicapés? Mais c'est pas du tout ça.
tous les logements neufs sont accessibles à des personnes qui ont des problèmes de mobilité, qui sont en situation de handicap. Quand je dis accessible, c'est-à-dire jusqu'à l'appartement et à l'intérieur de l'appartement, au salon, aux toilettes, aux chambres. Ce que nous disons et ce que nous proposons dans cette loi, c'est d'avoir 100% de logements évolutifs, dont 10% totalement accessibles. Évolutifs, c'est... Pour le moins, c'est-à-dire que les associations de handicapés vous ont pas compris, pour le moins. Alors, oui, vous savez, nous avons eu beaucoup... quelque chose qui cloche. Hein. Voilà, nous avons eu beaucoup de concertations là-dessus. Nous avons aussi beaucoup travaillé avec la ministre en charge de ce dossier, Madame Cluzel. Non, ils ont parfaitement compris. Vous savez. Ils sont de mauvaise foi, alors? Non, je ne dis pas qu'ils sont de mauvaise foi. Ils dénoncent un recul. Ils disent avant, c'était 100% des logements neufs qui devaient être accessibles. Maintenant, il n'y en a plus que 10%. Écoutez, il s'agit du logement neuf. Ce que je viens de dire, je crois, est assez clair. Tous les 100% des appartements seront évolutifs. C'est quoi évolutif? Ils ne sont pas accessibles. Il y a une confusion sur le mot accessibilité. Ce que je viens de vous dire. On devrait mieux d'ailleurs utiliser le mot adaptable. Tous les logements qui seront construits en application de cette loi seront accessibles à des personnes en situation de handicap qui viendraient dans l'appartement, à l'appartement, au salon, aux toilettes. Quand vous allez dans un appart de visite, quand vous recevez une personne en situation de handicap qui reçoit un ami, cet ami ne va pas aller dans la salle de bain. Ce que nous voulons, c'est que tous les appartements puissent être évolués en fonction aussi de l'évolution de l'état de santé de la personne. Il n'y a pas de conflit là-dessus. Ça crée une confusion, une incompréhension. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple à ce moment-là de changer, de satisfaire les associations, en effet? Mais écoutez, je crois que là-dessus, nous sommes parfaitement clairs. Et d'ailleurs, la concertation que j'ai menée, depuis 7 ou 8 mois, je crois que c'était parfaitement compris. Mais vous savez, nous avons vécu l'application de la loi 2005. Nombre de majorités ont reculé l'échéance parce que l'application sur le terrain était extrêmement difficile. Quelle est la conséquence aujourd'hui de la loi telle qu'elle est actuellement? C'est qu'il y a perte de 5, 6, 7 mètres carrés au détriment du quotidien parce que les mesures qui sont prises obligent à réduire la taille du salon, la taille de la chambre, ça c'est la réalité. Et ce que nous proposons, c'est que le logement puisse, avec des travaux extrêmement légers sur les cloisons, sur le passage, la transformation d'une baignoire en douche, suivre l'évolution de la personne. Mais d'où vient la polémique alors? Il y a toujours un rapport de force pour essayer d'aller dans tel ou tel sens. Il y a un débat, par exemple, sur les ascenseurs. Aujourd'hui, l'ascenseur n'est obligatoire qu'à partir de R+4. Oui. Il y a des demandes pour que nous puissions, dans l'avenir, diminuer cela et que l'ascenseur devienne obligatoire à R+3, voire R+2. On n'est pas forcément fermé, et c'est ce que nous verrons. Il y a toujours eu ce type de discussion, mais je tiens à dire très clairement, parce que nous sommes très attentifs à la question des personnes en situation de handicap, et c'est même une des priorités de ce gouvernement. Donc cette polémique, vous savez, c'est comme la polémique sur la loi littorale. On nous a enclenché une politique sur la loi littorale, on a dit que j'avais reculé, alors qu'on a obtenu à l'Assemblée nationale un vote correspondant à ce que j'avais toujours dit. C'est-à-dire vous ne toucherez pas la loi littorale? C'est-à-dire que ce qui a été voté par l'Assemblée nationale, permettant sur les dents creuses quelques constructions, a été reconnu comme une bonne évolution par tout le monde, parce que nous avons conservé l'ossature, les principes de la loi littorale, ce que je souhaitais depuis le début, tout en considérant que quelques adaptations mineures demandées par une majorité d'élus et d'habitants était possible. Et je constate que c'est ce que j'avais annoncé. Vous touchez marginalement la loi littorale, c'est ça? Voilà, ce sont des adaptations mineures qui sont considérées, et ce que j'ai lu dans la presse ces derniers jours me permet de dire que nous avons trouvé une solution reconnue très majoritairement, très majoritairement, comme la bonne solution. Est-ce qu'elle satisfait aussi Nicolas Hulot?
Oui, tout à fait. Il n'est pas en colère. Il ne va pas dire on touche à littoral, Écoutez, il m'a même envoyé un message de remerciement. Ah bon, d'accord. Donc au moins ça rend sa vie ministérielle plus de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que d'autres aspects sont plus inconfortables pour lui. On vous reproche aussi de vendre ou de vouloir vendre, une fois que cette loi sera votée, beaucoup d'appartements HLM. Oui. Alors actuellement, il s'en vend 8000 par an et vous voudriez, disent en tout cas ceux qui critiquent votre volonté, en vendre jusqu'à 40 000 par an. Écoutez, d'abord, les critiques que je reçois par rapport à cette loi, ce sont tous ceux qui ne veulent que rien ne bouge. Si la situation du logement en France, elle était positive, ça se saurait. Or, il y a des totems qui deviendraient strictement intouchables et qui seraient gravés dans le marbre. En ce qui concerne la vente des logements HLM, qu'est-ce que je constate? C'est que ça existe aujourd'hui. 8 000 par an vendus. Oui, mais combien de logements sont mis en vente par les organismes HLM? 100 000. Combien arrive-t-il à en vendre? 8 000. Pourquoi? Parce que le système est beaucoup trop compliqué. Et ce que nous avons mis en place, ce que nous voulons mettre en place, c'est un système qui permette aux organismes HLM d'arriver à vendre. Et quand on a un objectif de passer de 8 000 à 40 000 logements, c'est 1% du parc. Et c'est vertueux parce que d'abord, ça facilite l'accession sociale à la propriété, puisqu'on préserve les droits des locataires et on leur facilite l'accession. Et puis ça permet aussi pour les organismes HLM de tirer un financement pour construire à chaque fois 2 ou 3 logements nouveaux par rapport à un vendu. Donc c'est totalement vertueux. Mais les critiques systématiques contre cela, je constate aujourd'hui que ça existe depuis longtemps, que jusqu'ici, les gouvernements successifs ne sont pas arrivés à trouver la solution pour atteindre cet objectif qui avait déjà été fixé, celui de 40 000 logements, par plusieurs gouvernements antérieurs, mais qui n'y étaient pas arrivés. Et vous espérez le faire. Alors c'est une faute historique selon le député communiste Stéphane Peu, qui est élu à Saint-Denis et qui, quand il parle d'HLM, doit savoir de quoi il parle. Il sait très bien de quoi il parle. C'est un donc il dit que c'est une faute historique. Oui, enfin, écoutez, il y a des postures qui sont historiques aussi. Ah, c'est juste une posture. Il a beaucoup de convictions et c'est un sujet qu'il connaît très bien. Et Stéphane Peu a aussi une posture politique que je connais, que je respecte et qui n'a jamais changé. Et c'est tout à son honneur. Vous restez avec nous, Jacques Mézard, il est 8h50, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Présidence unique, suppression ou fusion de chaînes, réforme du CSA. La ministre de la Culture présente en fin de matinée les grandes lignes de la réforme de l'audiovisuel public, voulue par l'Élysée pour la fin de l'année. L'objectif, c'est de faire des économies, mais aucun chiffre ne sera dévoilé aujourd'hui. Le parquet national financier saisi d'une plainte d'anticorps contre le secrétaire général de l'Élysée. L'association accuse le bras droit d'Emmanuel Macron de prise illégale d'intérêt et de trafic d'influence. En cause, les liens d'Alexis Keller avec l'armateur MSC, un groupe italo-suisse avec lequel l'État a négocié ces dernières années. La République En Marche pourra soutenir des listes emmenées par des candidats du parti Les Républicains pour les prochaines municipales en 2020. C'est ce qu'indique ce matin Christophe Castaner, le patron de la République, le patron de la majorité présidentielle. Laurent Berger est en lice pour un 3e mandat à la tête de la CFDT à l'occasion du 49e congrès à Rennes. Il va devoir défendre son bilan face aux critiques en interne s'il a soutenu les fonctionnaires et les salariés des EHPAD. Il n'a pas manifesté contre la réforme de la SNCF et les ordonnances de la loi travail. France Info. Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des Territoires, est l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Donc la loi que vous présentez à l'Assemblée nationale est discutée depuis mercredi jusqu'à mercredi prochain, c'est ce que vous pensez. On a entendu Jean-Luc Mélenchon à la tribune de l'Assemblée nationale, c'était jeudi je crois, qui disait vraiment on travaille dans des conditions qui sont extrêmement mauvaises, jusqu'à 5h du matin, on étudie tout ça à la va-vite. Le travail parlementaire n'est pas bon, disait-il, à l'Assemblée nationale. Il a tort ou il a raison de votre point de vue? Non. Je crois qu'il a raison. Vous avez travaillé tout le week-end, hein? Oui, tout le week-end et tard dans la nuit. Mais vous savez, j'ai été sénateur, président d'un groupe au Sénat. Le fait que le Parlement travaille, je pense que les Français ne peuvent pas le reprocher. On peut travailler mal? Écoutez, on peut améliorer les choses. Vous savez combien de lois ont été votées dans le quinquennat précédent? 424. 80 par mois. Nous avons dans ce pays une habitude. Oui, nous avons une habitude de trop légiférer, de trop réglementer. Et d'ailleurs, la loi que je porte a pour vocation de
moins réglementé et de simplifier les choses. Mais le travail parlementaire, c'est vrai qu'il y a une habitude dans ce pays du débat parlementaire. Nous avons, sur la loi Elan, plus de 3000 amendements. Mais moi, je ne vais pas contester cela. Comme parlementaire, j'ai déposé et soutenu beaucoup d'amendements. Il est bon qu'il y ait ce débat. Ceci étant, c'est le calendrier parlementaire qui, je pense, mérite d'être amélioré. Parce qu'il y a des moments où il n'y a pas énormément de lois et où il y a plus de temps. Et puis, il y a des moments où, manifestement, il y a un engorgement de la procédure parlementaire. Et là, ça devient difficile. Pour les députés, pour les ministres, c'est normal, mais pour les députés qui sont sur la brèche et qui suivent ces dossiers avec beaucoup d'intérêt, effectivement, c'est difficile. Donc le vote mercredi, oui. Et l'Assemblée nationale avance comme elle peut, surchargée de travail. Nous allons parler d'une actualité assez particulière. Mamoudou Gassama va être naturalisé français après l'acte héroïque qu'il a accompli à Paris. Il a sauvé un petit garçon en escaladant un immeuble de 4 étages. Et il y a une autre histoire qui retient l'attention ce matin dans l'actualité, c'est celle d'Aymen qui est arrivé de Tunisie en 2013. Il est clandestin. Le 10 avril 2015, un incendie se déclare dans la commune du Val d'Oise où il est. La commune s'appelle Fos. Il sauve 3 enfants, 3 petits-enfants, 3 enfants en bas âge de cet incendie. Il reçoit la médaille de la ville et on apprend ces jours-ci que, étant clandestin, il est réputé désormais expulsable, ce qui déçoit et met en colère le maire de Fos que l'on écoute. On a l'impression que quand c'est médiatisé, ça prend une valeur plus importante. Et là, ce jeune garçon qui a fait un acte de bravoure qui est incontestable, les services de l'État aujourd'hui se posent encore la question si c'est un acte de bravoure que ça, quoi. Et c'est un peu dur. Voilà, le maire s'appelle Pierre Barros. Aymen a sauvé 4 enfants il y a 3 ans et puis il peut être expulsé. Donc 2 poids 2 mesures. C'est dommage, non ? Écoutez, j'espère qu'il ne sera pas expulsé. Si les policiers le contrôlent, il y a des chances puisque l'arrêté d'expulsion est pris. Je pense que le préfet regardera cela et c'est un dossier que je n'ai pas suivi, mais je crois qu'il peut... qu'un ministre lui passe un coup de fil au préfet. Vous le ferez ? Écoutez, je vais me renseigner, je vous assure que ce n'est pas dans mon champ de compétences, mais par rapport à ce type de situation, je crois que, vous savez, c'est aussi mon vieux réflexe d'avocat, il faut tenir compte de la réalité de la situation, et si ça correspond à la réalité, ce que je pense, manifestement, je pense qu'il est opportun de rétablir les choses. Est-ce que votre sensibilité manque au gouvernement ? On dit quelquefois que Gérard Collomb, dans le traitement de ces questions-là, est un peu dur. Écoutez, la charge de ministre de l'Intérieur, aujourd'hui, c'est quelque chose de très difficile. Tout le monde en est conscient. Oui. Et c'est pas tout à fait ma question. Hein. Oui, mais regardez ce qui s'est passé en Italie par rapport à l'évolution politique. Je pense que les questions migratoires sont aujourd'hui beaucoup au cœur des préoccupations, à la fois de ceux qui viennent chercher un moyen de mieux vivre et aussi de ceux qui vivent en Europe. Ce dont je suis convaincu aujourd'hui, c'est que, bien sûr, il y a besoin de prendre des règles claires, il y a besoin de le faire avec humanité, il y a besoin aussi d'avoir une réponse à l'échelle européenne, parce que ce sujet ne va pas cesser dans les années qui viennent. Bon, nous suivrons ensemble le dossier de ce jeune Tunisien qui est donc dans la commune de Fos, dans le Val d'Oise. Pour en terminer, Jacques Mézard, vous venez de la gauche, hein, c'est ça ? Vous l'assumez comme ça ? Du centre-gauche, j'assume, je suis un radical. Cacophonie sur les aides sociales au gouvernement, on va entendre Bruno Le Maire, ministre de l'économie, puis Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. Expliquer qu'on va réduire la dépense publique sans rien toucher aux aides sociales, ce ne serait pas cohérent et ce ne serait pas juste ni lucide vis-à-vis des Français. Les aides sociales ne vont pas baisser, Bruno Le Maire le sait parfaitement. Dans la loi de finances qui a été votée, elles ont augmenté. Regardez, le minimum vieillesse a augmenté le 1er avril dernier. L'allocation adulte handicapé, elle va augmenter. Donc les aides sociales individuelles dans notre pays ne baisseront pas. On ne sait pas qui a raison. Bruno Le Maire qui dit ça devrait baisser, Benjamin Griveaux qui dit ça ne baissera pas. Et puis on ne sait pas non plus, vous par exemple, lequel des deux vous soutiendriez dans cette histoire. Écoutez, je ne vais pas m'engager dans un choix entre 2 collègues du gouvernement. Ce que souhaite... Cacophonie quand même, hein ? C'est pas de la cacophonie. Le sujet, qui est un sujet important, c'est là aussi, de simplifier le fonctionnement de notre République, y compris sur les aides sociales, parce que c'est devenu un maquis. Avec aussi des gens qui n'en profitent, qui n'arrivent pas, qui ne savent même pas que certaines aides existent.
Donc nous avons l'impérieuse nécessité de simplifier les choses. Donc il y a des gens là-dessus qui manifestement en auront moins et d'autres qui en auront plus. Je l'ai vécu, vous savez, sur les questions d'APL. Là, de ce côté-là, j'ai été servi. Vous avez donné. J'ai donné. Merci beaucoup, Jacques Mézard. Très bonne journée. Merci à vous.